Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce. Ici Yvan Bugeaud. Dans quelques minutes, je reçois Mélanie Guénette-Robert qui vient nous parler de l'ANEB. À l'espresso et à l'espresso allongé cette semaine, on aura la critique constructive. En début de deuxième demi, Jean-François Plouffe d'Action Autonomie vient nous parler de la loi P38, la garde en établissement finalement. Donc tout ça dans le menu de Folie douce cette semaine. On a bien sûr des chansons et on commence avec Steffi Choc et la chanson s'intitule Fric d'amour. Bienvenue à Folie douce. Vous êtes branchés sur Folie douce, soyez au courant des multiples thèmes de la santé émotionnelle. J'accueille maintenant mon invité qui est Mélanie Guénette-Robert. Bonjour Mélanie. Bonjour. Bonjour, bienvenue à l'émission Folie douce. Vous êtes de l'ANEB, en fait, vous êtes responsable du volet éducation et prévention de l'ANEB. On va situer d'abord ce que c'est l'ANEB. On va mieux comprendre quel est cet organisme. Oui, en fait, ANEB est un organisme qui existe depuis maintenant 31 ans. Donc, ça a été le premier organisme communautaire spécialisé dans les troubles alimentaires. Donc, nous, on vient en aide aux gens qui souffrent d'un trouble alimentaire, à leurs proches aussi, donc à la famille, conjoint-conjointe, les enfants, les amis, et on offre aussi des services pour les intervenants. Et c'est partout au Québec, c'est ça? Les services sont disponibles partout? Oui, exactement. Notre ligne d'écoute, elle est sans frais, ouverte à tous les gens de la province. Et on a des groupes de soutien à Montréal, sur la rive sud, la rive nord, à Trois-Rivières, à Gatineau et à Sherbrooke en collaboration avec Arima Gestri. OK. Est-ce qu'on peut situer les troubles alimentaires? Parce que les gens ont souvent l'idée que c'est l'anorexie, la boulimie. Ça va beaucoup plus loin que ça, je pense. C'est ce qui vient à l'esprit souvent. Mais comment on peut présenter les troubles alimentaires? Puis quels sont-ils, justement? Oui, c'est une bonne question. En fait, même, je vous dirais, on s'appelle Anorexie et Boulimie Québec, mais on accueille des gens avec tout type de troubles alimentaires et sans référence médicale. Donc, si une personne considère qu'elle a une relation qui est dysfonctionnelle, problématique avec son corps, avec la nourriture, elle peut avoir recours à nos services. Donc, on peut dire que les troubles alimentaires, c'est vraiment une relation qui est problématique avec son corps, avec la nourriture. C'est des obsessions par rapport à la nourriture, par rapport au poids. Parfois, c'est un contrôle en lien avec l'alimentation ou ça peut être une perte de contrôle dans certains moments. Il peut y avoir une préoccupation très importante par rapport à l'image corporelle, une perception qui est déformée aussi de son image corporelle. Ça peut même aller, certains troubles alimentaires peuvent être aussi une obsession par rapport à la qualité de l'alimentation plus que la quantité. Donc, il peut vraiment y avoir une variété d'expressions des troubles alimentaires. Donc, l'ANEB a commencé, donc on disait tout à l'heure, c'est anorexie, boulimie. Donc, ça a commencé avec ces deux-là qui étaient très connus. Ça s'est développé depuis plus de 30 ans, donc ça a évolué. Il y a le côté aussi masculin, peut-être qui était moins présent, à mon avis, parce qu'on a tendance à penser que c'est un problème pour les filles ou les femmes. Donc, est-ce qu'effectivement, il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de... Oui, en fait, on s'aperçoit, pendant longtemps, on a eu la conception d'un trouble alimentaire comme étant une personne très maigre, à la peau blanche, une jeune adolescente. Ouais. Ça peut en faire partie. Il y a des gens que c'est leur réalité, des jeunes que c'est leur réalité, mais on sait que c'est beaucoup plus large que ça. Une personne adulte, un enfant, un homme, une femme, une personne d'origine culturelle variée, peu importe son orientation sexuelle, peut souffrir d'un trouble alimentaire et on sait qu'on a sous-estimé pendant longtemps le taux de trouble alimentaire chez les hommes. Donc, il y a comme un double tabou un peu entourant les hommes. Les hommes sont portés à moins venir chercher d'aide, mais on se rend compte que dans les dernières années, il y a plus d'hommes qui ont recours à nos services. Donc, les hommes brisent davantage le silence. Oui, parce que c'est ça a été longtemps tabou. C'est encore très tabou, je dirais. C'est une des problématiques peut-être parce que la nourriture, l'alimentation, c'est quelque chose d'essentiel. Donc, les gens ont c'est peut-être une plus grande problématique de cette façon-là. C'est quelque chose qui est essentiel à la vie, là, l'alimentation. Donc, dès qu'il y a un dérèglement, puis dès qu'on ne peut pas contrôler, ça doit être difficile à régler, en fait. Oui, vous l'avez bien dit, comme on doit se nourrir, c'est obligatoire. C'est très difficile de gérer ça parce que
on peut pas faire abstinence d'aliments et plus on essaie d'enrayer certains aliments, plus les aliments deviennent interdits, plus il y a de risques qu'on ait une crise, qu'on fasse des excès, une compulsion dans ces aliments-là. Donc, ça devient très complexe. Oui, vous êtes responsable du volet éducation et prévention, donc à la NEB. Jusqu'à quel point on peut prévenir justement les troubles alimentaires? C'est un peu votre mandat. Donc, comment on s'y prend pour désamorcer ça là, avant que ça commence? C'est une très bonne question. On me la pose rarement. Puis, en fait, je vous dirais qu'il n'y a pas de preuve jusqu'à maintenant qu'on peut prévenir le développement d'un trouble alimentaire. Par contre, on peut essayer d'agir sur certains facteurs de protection. On peut éduquer les gens, on peut les aider, on peut travailler, dans le fond, tous les enjeux qui entrent dans le développement des troubles alimentaires, comme la gestion des émotions, la gestion de conflits qui est plus difficile. On peut tout travailler là-dessus, essayer de développer une réflexion critique chez les jeunes, donc leur donner des outils. Mais on ne peut pas, par contre, c'est pas encore possible d'affirmer qu'on peut prévenir un trouble alimentaire, mais on sait qu'on peut offrir de l'éducation, de la sensibilisation et peut-être apporter plus d'outils aux gens. Est-ce que comme d'autres problématiques, ça peut être différents facteurs qui déclenchent ça? C'est-à-dire il y a du génétique peut-être, il y a c'est un peu le même principe que les autres problématiques en santé mentale? Oui, tout à fait. En fait, c'est justement, il y aurait une vulnérabilité génétique, une prédisposition et qui... quand, dans le fond, elle est composée avec des facteurs environnementaux, ça peut enclencher, développer un trouble alimentaire. Donc, par exemple, ça pourrait être, il y a une susceptibilité génétique à la base et finalement, la personne a une faible estime de soi, elle est très anxieuse, stressée, elle a vécu des événements traumatisants, elle est dans une famille où est-ce qu'on multiplie les régimes, où est-ce que le poids a beaucoup d'importance. Donc, ça prend vraiment une multitude de facteurs qui va venir enclencher le trouble alimentaire. Avez-vous, à l'occasion, êtes-vous appelé, disons, à commenter ou à donner vos recommandations, disons, au gouvernement pour la façon je sais pas, peut-être de publiciser la bonne santé, par exemple? Est-ce que vous avez ce genre d'intervention-là à faire à l'occasion? Bien, on essaie de le faire le plus possible. Par exemple, auprès des intervenants, on fait beaucoup d'éducation. Ça peut être des conférences auprès d'intervenants jeunesse, des conférences en milieu universitaire. On va beaucoup outiller les intervenants à savoir comment parler de la santé, mais parce que des fois, en voulant travailler sur un problème, on peut en créer d'autres. Donc, comment prévenir sans nuire. On a fait un guide à cet effet-là également qui est disponible sur le site de la semaine de sensibilisation aux troubles alimentaires. Et l'an dernier, on a été appelé sur le dossier de la pesée dans les écoles, dans les cours d'éducation physique et à la santé. On a été appelé à l'Assemblée nationale pour donner nos recommandations à savoir est-ce qu'on doit poursuivre cette pesée-là, est-ce qu'elle mérite d'être pratiquée, quels sont les pour, les contre. Ça veut dire qu'on pesait les gens, quoi, au niveau de l'éducation physique pour savoir si leur poids était santé, c'est ça? Oui, exactement. Okay. On pesait. C'est sûr qu'au niveau primaire, c'était une pratique plus marginale, c'était assez rare. Au niveau secondaire, c'était quelque chose de fréquent. L'intention derrière n'était pas mauvaise, c'était pratiquer dans une optique de prévenir l'obésité, outiller les jeunes par rapport à leur santé, mais on sait qu'avec les recherches aujourd'hui, on sait que c'est une méthode qui est inefficace et même qui exacerbe les préoccupations par rapport à l'image corporelle, qui peut augmenter la stigmatisation dans un groupe par rapport à un jeune, une surconscientisation du corps et amener des comportements problématiques. Je ne dis pas que la pesée dans le groupe amène le trouble alimentaire, mais peut engendrer des comportements problématiques par rapport à la nourriture qui pourraient, avec d'autres facteurs, s'enligner vers un trouble alimentaire. Et de toute façon, est-ce qu'on peut dire, sans que quelqu'un soit obèse, est-ce que ça se peut que la personne soit un peu plus ronde puis soit quand même en santé? Tu sais, est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est un mythe, ça, le poids santé? Est-ce que c'est pour tout le monde, en fait? Oui, en fait, je voudrais que c'est une mesure qui est de plus en plus critiquée, l'idée du poids santé. Ouais. On se rend compte justement que ce qui était mesuré avec la pesée en classe, donc l'indice de masse corporelle, c'est un indice qui est ni fiable ni valide dans un petit groupe d'individus et d'autant plus en individuel. Donc, ça prend beaucoup plus d'éléments pour dire qu'une personne est en santé. Là, on mesure seulement le poids en fonction de la grandeur, de l'âge. Donc, c'est pas un indicatif de santé. Ouais. Mais il y a beaucoup d'enseignants qui informaient les jeunes qui disaient c'est une mesure qui n'est pas toujours fiable. Sauf que le jeune, tout ce qu'il retient, c'est
je suis pas normal, ça donne une étiquette aux jeunes, puis les jeunes sont pas toujours outillés après avec cette étiquette-là et ils peuvent utiliser des méthodes qui sont vraiment néfastes pour leur santé. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous écoute, par exemple, qui sent qu'il y a des problèmes alimentaires, en fait, de troubles alimentaires, il fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut suggérer au départ, là, on fait quoi pour s'en sortir ou peut-être vérifier si effectivement ce sont des problèmes alimentaires? La personne peut nous appeler sur la ligne d'écoute. C'est une ligne qui peut être utilisée pour obtenir du soutien, ventiler, pour connaître nos services ou, tout dépendant où est-ce que la personne réside, on peut lui offrir aussi des références, tout dépendant en fonction de ses besoins et de où est-ce qu'elle vit. Même pour s'informer, là, si la personne n'est pas sûre, elle dit, je suis pas certain que c'est ça vous dérange pas, là, on peut vous appeler, c'est ça? Oui, elle peut appeler pour questionner. Pour les jeunes de 14 à 18 ans, on a aussi un service de chat en ligne de 4h à 8h le soir où est-ce qu'ils peuvent venir nous parler par un ordinateur ou un téléphone. Poser des questions et tout, là, c'est ça? Exactement. Ça, via le site de l'ANEB, là, finalement, oui, qu'on va donner tantôt. Hein? Exactement, via le site jeune qui est ANEB Ado, mais sur le site ANEB régulier aussi, on peut y accéder. Oui, donc il y a ce premier contact-là. Sinon, la personne, elle peut faire quoi? Elle en parle à ses proches? Est-ce qu'elle doit en parler à des gens de confiance? Ou, Oui, nous, on se conseille toujours d'en parler à une personne de confiance. Autant la maladie peut prendre du temps à s'installer, que c'est sournois, mais autant le processus de rétablissement peut être long aussi. Donc, on suggère toujours d'avoir une personne sur qui on peut compter, qui connaît notre parcours, qui peut nous accompagner là-dedans. Donc, un proche de confiance. La thérapie est très utile. Bon, nous, on a des groupes de soutien, on n'offre pas de la thérapie à proprement dit, mais la thérapie peut aider. Aussi de consulter une nutritionniste dans certains cas, ça peut être aidant. Donc, il y a différents types de professionnels. Pour d'autres, tout dépendant où est-ce que j'en suis dans la maladie, il y a certaines personnes pour qui le milieu hospitalier, une hospitalisation va être nécessaire aussi, mais ce n'est pas dans tous les cas, là. Les troubles alimentaires, c'est pas seulement chez les jeunes. Est-ce que ça se peut qu'un adulte de 40 ans développe un trouble alimentaire? Tout à fait. À tout âge, on peut développer un trouble alimentaire. C'est sûr aussi que la période de 14-25 ans, c'est la période la plus propice pour le développement des troubles alimentaires. Fait qu'il y a des gens aussi qui sont à un âge adulte qui en souffrent depuis longtemps, mais vraiment à tout âge, on peut en souffrir. Des fois, il y en a qui se sont pas rendus compte que c'est un trouble et tout à coup, ils s'en rendent compte, puis c'est ça, ils peuvent effectivement... Tout à fait. Puis je vous dirais que nous, on existe juste depuis 31 ans. Donc, avant ça, il y avait certains hôpitaux spécialisés, mais très peu. On connaissait principalement l'anorexie et la boulimie. Donc, les gens qui en souffrent depuis longtemps avaient autrefois accès à très peu de services. C'est ça. Ils devaient souffrir un peu en silence ou... en fait, vivre avec ça sans trop savoir quoi faire, là, effectivement. Oui, même qu'on leur donnait souvent des vraiment mauvais conseils. Ah oui? Oui, donc il y a des gens aussi qui n'ont pas reçu une aide appropriée. Oui, effectivement. Donc, on parlait tantôt justement du site web et des informations, parce que les gens qui nous écoutent, qui veulent avoir des informations, participer peut-être à au groupe d'entraide ou avoir des références ou savoir justement de quoi il s'agit, si effectivement ils ont un problème, ils peuvent aller sur votre site web. Pouvez-vous donner l'adresse? Oui, www.anebquebec.com. D'accord. Et le numéro de téléphone, il y en a deux. Il y a le numéro 1-800, les gens à l'extérieur de Montréal, puis il y a le numéro 514 pour la région. Est-ce que vous pouvez aussi donner les numéros, s'il vous plaît? Oui, pour la région de Montréal, c'est le 514-630-0907. Et pour les gens en dehors de Montréal, le numéro sans frais est le 1-800-630-0907. Bien, merci beaucoup, Mélanie Guénette-Robert de l'ANEB. Puis bonne continuité. À la prochaine. Merci. Au revoir. Nous apprécions toujours vos commentaires par téléphone. Composez le 514-990-9604, 514-990-9604. C'est maintenant le bloc Espresso. Bonjour Pierre Laporte. Salut Yvan. Bonjour Ghislain Malo. Bonjour. Aujourd'hui, le sujet que tu nous proposes, Pierre, la critique constructive. Oui, en fait, c'est le titre de l'article Internet, c'est les 7 principes de la critique constructive. Mais ce qu'on dit, si on regarde par exemple la définition de la critique, le terme critique dérive du terme grec kritikos,
qui, si on veut, signifiant l'art de discerner, c'est-à-dire le fait de discerner la valeur des personnes ou des choses. Donc, c'est un peu moins négatif, dit de même, que le mot critique. Souvent, on recule d'un pas quand on entend critique, mais dans la description... c'est le dire, comment le communiquer, Ouais, pas le recevoir, qui est autre chose. Exactement. Parce que la critique, oui, ça peut être désagréable. Je pense qu'il n'y a personne qui aime se faire critiquer, mais ça peut être constructif. Et je vais vous lire quelques passages d'un article qui s'appelle, comme j'ai dit tantôt, « Les 7 principes de la critique constructive », écrit par Mme Nathalie Vallerand, qui est journaliste au magazine Coup de pouce. Elle nous dit effectuer dans les règles de l'art, la critique nous permet de savoir où se trouvent nos lacunes et d'identifier les points à améliorer, alors que la critique négative affecte l'estime de soi et suscite un sentiment d'incompétence. La critique constructive augmente l'efficacité des entreprises et des personnes. M. Claude Sévigny, qui est conseiller en ressources humaines, nous dit « Quand on apprécie quelqu'un, on devrait le critiquer si c'est nécessaire. Et quand on le critique, on ne devrait pas oublier qu'on l'apprécie. » Maintenant, si on regarde les 7 grands principes de la critique constructive, premier point, le bon moment. Une règle d'or, éviter de critiquer sous le coup de la colère, car nos paroles pourraient dépasser notre pensée. Se demander aussi si notre collègue est dans le bon état d'esprit pour entendre ce qu'on veut lui dire. Oui, c'est pas le moment de le critiquer quand ton collègue vient vivre le deuil de la mort de ta mère ou ton père. Par exemple, oui. Alors, le mieux est de privilégier le tête-à-tête. Mais si on doit faire des critiques devant un groupe, parce qu'on discute d'un projet d'équipe, par exemple, veillez à diriger les commentaires sur le travail et non sur la personne qui l'a fait. Ainsi, on dira que tel aspect doit être retravaillé plutôt que de signaler directement à Brigitte, par exemple, qu'elle doit reprendre le volet dont elle avait la charge. Deuxièmement, des faits, rien que des faits. Selon Louise Lachapelle, qui donne un cours sur l'art de communiquer en situation délicate, de gestion à HEC Montréal, beaucoup de gens commettent l'erreur de critiquer des attitudes. Elle nous dit que c'est une perte de temps, car c'est trop abstrait. Dire à quelqu'un qu'il est négligent ou étourdi, ça signifie quoi? Ce qu'il faut, c'est s'appuyer sur des faits précis. Madame Lachapelle suggère de noter les événements, y compris le lieu, la date et l'heure. Bien entendu, il est préférable de préparer notre critique, car on peut alors réfléchir à la meilleure façon de transmettre notre message. Là, on ne parle pas nécessairement juste en milieu de travail, c'est vraiment dans tous les jours, dans la vie de tous les jours, ou dans les collègues qu'on peut rencontrer dans des activités. Cette Madame Lachapelle travaille surtout en milieu de travail. De travail, oui, il arrive des critiques. Il faut toujours le faire avec discernement. Diplomatie aussi. Oui. Il faut que la personne ait confiance en celui qui critique. Je dirais oui, mais c'est en milieu de travail, mais je pense que ça peut être dans n'importe quelle avenue de la vie. Ouais. Ainsi, on aura des exemples concrets pour confirmer nos propos. Par exemple, un article a été oublié dans chacune des 3 dernières commandes. Par exemple. Donc, on y va un peu comme un avocat, je dirais. Ouais. Il va arriver avec des faits. Troisième point, insister sur l'amélioration. Si on décrit un comportement négatif comme impossible ou difficile à changer, notre collègue aura tendance à défendre sa façon de faire au lieu de chercher à s'améliorer. Il faut au contraire axer notre intervention sur l'amélioration en soulignant ce qu'elle peut faire à l'avenir ou en précisant nos attentes. Comme par exemple lui dire, quand tu vas rencontrer un client, étoffe ton dossier avec des chiffres. Ça t'aidera à le convaincre. Alors, de cette façon-là, au lieu de dénigrer ce qu'elle fait, on lui indique ce qu'on croit qu'elle peut faire mieux. 4e point, la main tendue. On laisse la personne exprimer son point de vue. De cette manière, on peut vérifier si elle est d'accord ou si elle évalue la situation autrement. D'une façon ou d'une autre, on sera tous deux plus à l'écoute, ce qui facilitera la discussion. En nous voyant réceptifs, l'autre cherchera à apporter des suggestions plutôt que de nier le problème ou de trouver des excuses. Êtes-vous d'accord avec ça? Bon, oui. Oui, mais ça dépend. Faudrait que je me voie savoir si je le reçois bien ou si c'est l'équivalent de recevoir un coup de fanal ou de brique d'en face. C'est sûr que moi, je trouve d'avoir vraiment du doigté, ça, c'est la clé là, pour n'importe quelle critique, je pense. Et éviter ce que les communistes faisaient, des grandes séances d'autocritique où ce que tout le monde autocritiquait tout le monde dans une même pièce. Il faut faire attention à ça. Qui était épouvantable. Il ne faut pas que ça soit, je pense, devant le public. Il ne faut pas humilier. Non, absolument pas. 5e point, la recherche de solutions.
Madame Danielle Desjardins, qui est psychologue, nous dit « C'est toujours plus efficace lorsque la personne trouve ses propres solutions. On lui demande donc comment elle compte s'y prendre pour régler la situation. Bien entendu, on peut aussi lui proposer des moyens de résoudre le problème. Dans ce cas, évitez de dire, par exemple, « Tu aurais dû ». Des mots qui ont une consonance négative. Employez plutôt « tu pourrais » pour qu'une situation semblable ne se reproduise plus. 6e point, souligner les bons coups. Avant de critiquer, pensez à ce que la personne fait de bien. La raison, se remémorer ses qualités nous permet de la percevoir plus positivement et de mieux gérer notre colère et notre déception. Au cours de la discussion, lui faire savoir qu'on reconnaît et qu'on apprécie ses bons coups. Alors, je vais poursuivre un peu plus tard. Oui, bien sûr. Donc, la critique constructive, toujours intéressant. Merci beaucoup, Pierre. Merci, Ghislain. Merci. On continue l'émission Folie douce. À venir dans l'émission Folie douce, notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous parle de la loi P38, la loi sur la garde en établissement. À l'Espresso allongé, on poursuit avec la critique constructive. Vous entendrez aussi en chanson chapitre 3 de Karim Ouellet et Bubblegum de Bobby Basini. Vous souhaitez réagir aux propos de l'émission, vous désirez participer à Folie douce, vous avez des idées pour nous, écrivez-nous par courriel à l'adresse foliedouce@antenne.qc.ca ou téléphonez-nous au 514-990-9604. Vous écoutez Folie douce, l'émission hebdomadaire qui démystifie les problématiques de santé mentale depuis plus de 25 ans. De retour au micro dans quelques instants. Laissons tomber nos préjugés et dépoussiérons le sujet de la santé mentale. Nos chroniqueurs nous aident à y voir plus clair. Je m'entretiens maintenant avec notre chroniqueur Jean-François Plouffe. Bonjour encore une fois, Jean-François. Bonjour. Bonjour, tu es d'Action Autonomie et on va parler aujourd'hui de la garde en établissement. On a souvent entendu parler de la loi P38, mais ça ne veut pas dire grand-chose pour bien des gens. Puis on est là pour démystifier les choses, pour parler de ça. On a beaucoup de temps pour bien expliquer ce que c'est la garde en établissement. Oui. Alors, la loi P38, c'est la loi sur la protection des personnes dont l'état mental représente un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Donc, c'est une loi qui autorise un établissement de santé à priver une personne de sa liberté dans la mesure où il y a des évaluations psychiatriques qui ont été faites sur cette personne-là et que cette personne-là, que ces évaluations-là, finalement, révèlent que l'état mental de la personne peut présenter un danger. Il faut pour ça qu'on en fasse la preuve devant un tribunal et à partir de là, à partir du moment où le tribunal l'a autorisé, la garde peut durer généralement jusqu'à 30 jours. C'est une loi qui existe depuis combien de temps? Il y a une version précédente qui s'appelait la loi sur la protection du malade mental, qui date de 1972. Elle a été refaite, cette loi-là, en 1998 pour justement son appellation. Ouais, le nom était un peu connoté dans les termes d'aujourd'hui, mais elle voulait surtout insister sur le fait que le principal et l'unique critère pour lequel on pouvait priver une personne de sa liberté dans ce contexte-là, c'est la notion de dangerosité. Le fait que la personne représente un danger, c'est ça la preuve que l'hôpital doit faire pour obtenir une garde en établissement. Et quand on parle de loi, je me mets encore dans la peau des gens qui ne sont pas vraiment familiers avec le domaine de la santé mentale.
ils vont souvent trouver ça correct de base. C'est pour ça que je trouve c'est très important de le démystifier ensemble, puis de montrer qu'il y a des abus, de montrer que on peut pas faire n'importe quoi avec ça. Là. Oui. Il faut comprendre que les personnes qui sont mises en garde, qui sont hospitalisées de force comme ça, n'ont commis aucun délit. Ce qu'on fait, c'est une action préventive. On veut les empêcher de éventuellement commettre un délit. Ouais. Et ça, c'est très différent. En droit criminel, on ne peut pas faire ça. Quelqu'un qu'on pense qu'il va poser un acte criminel, ben, on ne peut pas l'emprisonner d'avance. On peut surveiller ou l'aider. C'est ça. On peut faire d'autres choses, mais on ne peut pas le priver de sa liberté comme ça. Mais en vertu de cette loi-là, c'est un litige civil où l'hôpital demande au juge la permission de priver une personne de sa liberté. Et ce qui est un peu triste, c'est que la grande majorité de ces requêtes-là sont accueillies très souvent sans même que la personne ait la possibilité de témoigner à son propre procès. Ça, c'est assez épouvantable. Là. C'est comme on se sent impuissant et notre opinion n'est pas tout à fait pas demandée du tout. Et pas prise en compte du tout. Et une des notions de base du droit, de notre droit civil, c'est de faire en sorte que le juge entende les deux parties avant de rendre jugement. Mais dans les cas de garde en établissement, dans plusieurs de ces cas-là, les personnes ne sont pas présentes, elles ne sont pas représentées par un avocat et le juge n'a que le témoignage d'une seule des deux parties et malgré ça, il rend jugement en faveur de cette partie-là et prive la plupart du temps la personne de sa liberté. Et comment on peut accepter ça? C'est ça qui est... Je sais que vous le dénoncez beaucoup, mais... Voilà. Nous, on le dénonce et on essaie justement de sensibiliser l'opinion publique à ces questions-là parce que personne ne sait ça et les personnes qui subissent ces traitements-là, elles-mêmes, très souvent, ne sont pas conscientes de l'injustice dont elles font l'objet parce qu'elles pensent que ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont familiers avec le fonctionnement des cours de justice. Quand on va en cour municipale parce qu'on a passé sur une lumière rouge, on est déjà un peu intimidé. Mais là, dans un cas comme ça, c'est un décorum encore plus grand. Vous avez l'éminent avocat de l'hôpital de l'autre côté qui fait un grand discours, puis souvent, la personne va être toute seule, puis a très peu d'arguments pour se défendre, ne sait pas exactement quelle preuve doit être faite et se fait finalement abuser dans ses droits. Oui, et tu nous as préparé vraiment quelque chose d'intéressant. Si jamais ça arrive à quelqu'un, il y a des choses à faire. Donc, quelles sont-elles, ces choses? C'est ça. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Il suffit... Puis c'est pas de mauvaise foi. Souvent, des proches s'inquiètent de l'état d'une personne, commencent à trouver qu'elle a un comportement un peu menaçant, des choses comme ça. Ou encore un comportement qui n'est pas menaçant, mais qui dérange. Ça arrive souvent, ça. Et elles sont démunies. Elles connaissent pas de ressources pour aider cette personne-là. La seule ressource qu'elles ont, c'est le 911. Et quand on appelle le 911, ben, c'est les policiers qui se présentent. Et les policiers, leur travail, ben, c'est d'arrêter des criminels. Et là, dans ces cas-là, ils se disent, la personne que j'ai devant moi n'est pas un criminel, c'est une personne malade. Qu'est-ce qu'on fait avec une personne malade? On l'amène à l'hôpital. Et là, le processus s'enclenche et la personne est prise dans ce processus-là sans l'avoir voulu, puis sans trop savoir où elle s'en va. Parce que c'est à l'hôpital que ça se passe. Dans le fond, c'est un peu ça. Là. C'est toujours à l'hôpital. Ouais. Ce qu'il faut faire, d'abord, particulièrement dans des cas de garde en établissement, c'est de faire tout en son pouvoir pour garder son calme. Parce que dès qu'il y aura une manifestation d'agressivité ou de frustration ou quoi que ce soit, ça va être perçu comme un élément de dangerosité et ça va être noté contre la personne pour la priver de sa liberté. Donc, faire tout en son possible pour rester le plus calme possible, de paraître zen. Exactement. Il faut vraiment... C'est pas facile parce que c'est une situation extrêmement stressante et traumatisante, mais il faut vraiment garder un timbre de voix calme et faire des interventions dans la plus grande sérénité et c'est la meilleure façon qu'on a d'espérer pouvoir se sortir de cette situation-là. Bon. Ce qu'il faut aussi faire, c'est clairement signifier son désir de quitter. Quand on s'en va à l'hôpital puis qu'on est pris en charge par des médecins dans n'importe quel domaine de santé physique ou mentale, c'est les médecins qui décident puis on reste là tant qu'ils ne nous disent pas de nous en aller. Mais une des choses qu'il faut faire quand on est en garde, c'est de dire clairement « Je veux quitter l'hôpital. Je ne désire pas rester ici. Je veux quitter l'hôpital. » Si on vous le permet,
il n'y a pas de problème. Mais si on vous en empêche et on vous dit non, vous ne pourrez pas quitter l'hôpital maintenant, là, vous êtes dans ce qu'on appelle un processus de garde préventive et il commence à partir du moment où vous avez signifié votre intention de quitter. Donc, c'est important de noter l'heure parce que l'hôpital, légalement, a un délai de 72 heures, peut vous garder sans autorisation du tribunal pour un délai maximum de 72 heures. Pour évaluer, là. C'est ça, pour évaluer. Mais en fait, oui, pour évaluer, mais aussi pour faire en sorte que la situation de la personne se calme, finalement, puis qu'elle puisse par la suite quitter par ses propres moyens l'hôpital. Ça, c'est le principe. Oui, parce que ça peut arriver qu'une personne qui a des problèmes de santé mentale se dise, non, j'ai pas de problème, je suis correct. Ça peut être ça aussi. Donc, la personne peut dire, non, je quitte, mais en réalité, elle a besoin de soins. Donc, oui, elle a besoin de soins, mais elle n'a pas nécessairement besoin d'être privée de sa liberté. Parce que l'expérience d'une garde en établissement, c'est tout sauf thérapeutique. C'est une expérience très, très difficile à vivre. C'est une expérience très traumatisante. Il y a des gens qui, après avoir vécu ça, ne veulent plus jamais retourner à l'hôpital, ni pour des raisons de santé physique, ni pour des raisons de santé mentale. Il y a des gens qui nous ont déjà dit, moi, je préfère mourir dans la rue que de retourner en psychiatrie d'ici la fin de ma vie. C'est marquant. Donc, c'est très marquant et c'est pour ça que c'est une mesure qui doit n'être utilisée qu'en tout dernier recours. Et malheureusement, on constate dans nos études récentes qu'elle est de plus en plus utilisée de façon de plus en plus routinière. Souvent parce que la personne dérange, souvent parce qu'elle a des comportements un peu erratiques, etc., ou elle peut prendre des mauvaises décisions ou agir de façon un peu irresponsable. Mais nous, on dit, s'il fallait dans la société enfermer à l'hôpital tous les irresponsables, il n'y aurait plus grand monde dans les rues, puis il faudrait agrandir les hôpitaux. Exactement. Donc, c'est pas un droit, mais c'est une caractéristique qu'une personne peut avoir, d'avoir un mode de vie, de poser des gestes, de prendre des décisions qu'on n'approuve pas, mais c'est pas une raison pour la priver de sa liberté. Et très souvent, les hôpitaux font des preuves devant les tribunaux, parce qu'à un moment donné, il faut aller devant la Cour du Québec pour obtenir l'autorisation d'un juge de garder la personne pour un mois. Et c'est ça la preuve qu'on fait. On dit notre évaluation démontre que la personne agit de façon erratique, qu'elle peut poser des gestes imprévisibles, etc. Mais tout ça, ce n'est pas nécessairement de la dangerosité. Donc, c'est important de savoir que le fardeau de la preuve autour de la dangerosité de la personne, qui est le facteur déterminant, si la personne n'est pas dangereuse, on ne peut pas la garder en établissement contre son gré. Donc, il appartient à l'hôpital de faire cette preuve-là et non pas à la personne de faire la preuve qu'elle n'est pas dangereuse. D'où l'intention que tu nous disais, le conseil, en fait, de rester le plus calme possible et le plus en contrôle possible, donc ça nous aide à s'en sortir. C'est ça. Et il faut savoir aussi que il y a des évaluations psychiatriques qui sont faites pendant le début du séjour, et très souvent, les personnes, non seulement devraient consentir, on devrait les informer qu'elles subissent un examen psychiatrique et obtenir leur consentement pour le faire. Non seulement on leur demande pas leur consentement, mais très souvent, elles ne sont même pas conscientes qu'elles subissent un examen psychiatrique. Donc, elles peuvent se confier à quelqu'un qui leur parle tranquillement à un moment donné, mais les confidences qu'elles font ont pour effet de constituer une preuve qui va contribuer non pas à les soigner, mais à les priver de leur liberté, à obtenir l'autorisation d'un juge de les priver de liberté. Donc, durant la garde, parce que tu parlais, dans le fond, pour si ça arrive et tout ça, mais si quelqu'un est gardé de force, en fait, il y a des façons de faire aussi. Encore là, c'est, j'imagine, rester le plus calme possible, dans la mesure du possible. Mais, oui, et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que si la garde prive la personne de sa liberté, elle ne la prive pas de ses autres droits. La loi sur les services de santé et services sociaux reconnaît plusieurs droits aux personnes, notamment celui de consentir au traitement. C'est pas parce que vous êtes détenu à l'hôpital que vous avez l'obligation de gober tous les médicaments qu'on vous présente. On doit vous expliquer ce que sont ces médicaments, à quoi ils servent, quels sont leurs effets secondaires, etc., de façon à ce que vous puissiez donner et vous demander si vous acceptez de les prendre. Et si vous n'acceptez pas de les prendre, souvent parce que vous les connaissez puis vous savez que ça produit chez vous des effets secondaires, ben vous avez le droit de les refuser. Et l'hôpital n'a pas... Et si elle veut vous forcer à prendre des médicaments, à ce moment-là, il va falloir qu'elle aille chercher une autre autorisation du tribunal pour faire une autorisation judiciaire de soins. C'est toute une autre question. Ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas ça, exactement. Je pense. Et aussi, autre droit que vous conservez, c'est celui de communiquer avec l'extérieur. Vous pouvez téléphoner, vous pouvez envoyer des télécopies. Pas une seule fois.
fois. D'ailleurs. Non, C'est pas autant comme, que vous voulez. Il n'y a aucune limite, il n'y a aucun encadrement prévu par la loi sur les communications des personnes, alors que dans la réalité, dans les hôpitaux, très souvent, il y a un seul téléphone pour 15 patients, puis il faut appeler nos avocats, puis il faut appeler des gens pour nous aider, etc. Donc, ces téléphones-là sont difficiles à obtenir. Souvent, les infirmières et les préposés limitent le temps des conversations à 10 minutes ou des choses comme ça. Tout ça, c'est des abus de droit, et le moins que les hôpitaux pourraient faire, c'est d'augmenter le nombre de lignes téléphoniques disponibles pour leurs patients, parce qu'ils ont l'intérêt notamment à communiquer avec un avocat. Est-ce que c'est arrivé qu'on vous communique chez Action Autonomie pendant que quelqu'un était justement en établissement pour avoir de l'aide, des conseils? Oui, parce qu'on a souvent nos dépliants qui sont dans les unités psychiatriques, et la loi oblige les établissements aussi à donner un document avec les droits des personnes, mais ils ne leur expliquent pas du tout, puis les personnes dans leur état de détresse souvent ne sont pas portées à lire ces documents-là, qui sont souvent écrits petits et difficiles à comprendre. Ouais. Donc oui, beaucoup de gens nous appellent à partir de l'hôpital, et c'est là qu'on leur donne des conseils, qu'on leur explique, qu'on essaie de leur expliquer un petit peu ce qui va arriver, qu'on les sensibilise à l'importance d'aller chercher les services d'un avocat, qu'on les dirige vers des avocats que nous, on sait compétents, parce que c'est pas tous les avocats qui sont aidants dans ce domaine-là. Qui sont sensibilisés par la cause. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, on essaie justement de leur donner des outils pour être capable de préserver leur dignité, préserver leur équilibre un peu dans cette expérience-là. Intéressant, ouais. Et à tout le moins, par exemple, connaître la date de la fin de leur garde. Parce que très souvent, il y a des gens qui ne connaissent pas la date. Il y a des gens qui nous ont dit, moi, je pensais qu'elle allait me garder le restant de mes jours. Qui ne m'autoriserait plus jamais à sortir, que ma vie était finie, comme dans l'ancien temps, dans les asiles psychiatriques. Intéressant. Mais non, c'est pas ça. Jean-François, avant de terminer, on va donner les coordonnées. Les gens qui veulent en savoir plus, c'est fort intéressant. La loi P38, la garde en établissement, c'est pas intéressant le sujet, mais c'est intéressant d'en savoir plus et de pouvoir vous joindre. C'est important de se prémunir contre cette loi. Alors, comment on peut vous téléphoner? Alors, on peut nous joindre au 514-525-5060. Oui, et on peut aussi consulter notre site Internet au www.actionautonomie.qc.ca. Merci beaucoup, Jean-François, et à une prochaine. Merci à vous. Au revoir. Vous voulez mieux nous connaître et communiquer avec nous? Visitez notre site Internet au www.antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. Nous poursuivons avec l'Espresso allongé, le sujet entamé plus tôt, la critique constructive. Pierre, tu étais rendu, je pense, au 7e point. Déjà, c'est... Est-ce que c'est préférable, je me posais la question, d'être la critique constructive, d'être fait par un mentor, quand tu as quelqu'un qui est comme un peu ton... pas ton guide spirituel, mais ton mentor, celui qui... Oui, mais ça peut être un simple collègue, par exemple. Des fois, tu n'as pas le choix. Une critique doit être faite, donc tu ne choisis pas nécessairement la personne qui a fait. Mais c'est ça, c'est d'après un article écrit par Mme Nathalie Vallerand, les 7 principes de la critique constructive. Et on était rendu au point numéro 7. On nous dit... faire un suivi pour que la critique produise des effets à long terme. On félicite régulièrement notre collègue pour ses progrès. Si elle éprouve de la difficulté, on peut lui demander comment on peut l'aider et agir en conséquence. Par contre, si elle ne modifie pas son comportement, on doit revenir sur le problème. Maintenant, autre chose. Critiquer le patron, est-ce que c'est faisable? Selon M. Claude Sévigny... Plus difficile, ça, je pense. C'est un peu plus difficile, oui. Ça dépend du degré de susceptibilité du patron. Et ça dépend de son envie ou pas de garder son emploi. Oui, il y a ça aussi. Mais selon M. Claude Sévigny, qui est conseiller en ressources humaines, la critique devrait porter, quand on veut critiquer le patron, sur un élément qui touche notre propre travail. Sinon, mieux vaut s'abstenir. De plus, avant de parler à notre patron, on s'assure qu'il est dans de bonnes dispositions et qu'il n'est pas en train de régler une urgence. Oui, mais est-ce qu'on peut souligner, ça c'est peut-être pas de la critique, mais un comportement inadéquat d'un patron devant les gens?
En fait, moi, je suggère toujours de le faire en privé, parce que devant les gens, c'est toujours... On ne doit pas humilier la personne. Non, c'est ça, peu importe même si, que soit l'employé, même s'il n'écoute pas, il y a un moment qu'il n'écoute pas du tout. Là, puis, non, c'est mieux, je pense, d'aller... Ouais, il faut choisir le bon moment. Je peux poser la nuance. Là. Alors, une façon efficace consiste à présenter notre remarque comme une demande d'aide et non une revendication. Ainsi, on signale au patron qu'on a un problème sans nécessairement lui mentionner que son comportement est en cause, si c'est le cas. Prenons l'exemple d'une adjointe à qui le patron demande régulièrement d'effectuer une tâche quelques minutes avant 17 heures. Lui lancer qu'il est mal organisé serait assurément maladroit. Elle lui dit donc: quand vous me confiez une tâche au moment où je suis sur le point de partir, je suis stressée et nerveuse et je risque de faire des erreurs. Si j'avais plus de temps, le travail serait mieux fait. Comment pourrait-on régler ce problème? Oui, c'est une excellente façon. Ça met ça lui montre qu'il y a un problème, mais ça ne met pas sur lui. Effectivement. Oui. Ben, ça aurait pu passer au dire que son temps de travail était terminé. Ouais, mais dit de même, c'est souvent mal vu, même si ça devrait pas... Ça serait offusquant un peu pour le patron. Ouais, c'est ça. Un autre bon truc avec un patron, c'est d'insister sur notre désir de mieux accomplir notre travail. Oui, mais comme elle disait, c'est ça, si vous me donnez plus de temps, ça va être mieux accompli, fait que ça vient comme positif là, dans son... Ouais. Maintenant, critiquer un collègue, c'est une opération délicate aussi. Pas facile d'adresser une critique à une collègue ou à un collègue qui est au même niveau hiérarchique que nous. C'est pourtant parfois nécessaire. Christiane nous dit « Je formais une nouvelle employée, mais elle n'était pas toujours autonome au bout de quelques semaines. » Christiane, dont je parlais, est représentante des ventes pour une société pharmaceutique. Lorsqu'elle m'a demandé le même numéro de téléphone pour la 3e fois, je lui ai fait remarquer, puis je lui ai dit: cette fois-ci, je t'invite à le noter, car je perds beaucoup de temps à répondre à tes multiples questions et je serai moins disponible dorénavant. Le problème a été réglé. De l'avis de Louise Lachapelle, Christiane a adopté la bonne stratégie. Madame Lachapelle nous dit: elle a donné les faits, puis elle a expliqué comment les gestes de sa collègue se répercutaient sur elle. Une autre bonne approche consiste à faire valoir aux collègues concernés qu'il sera plus facile d'atteindre un objectif commun si chacun y met du sien. Par exemple, il est plus efficace de dire « Nous terminerons l'inventaire à temps si nous nous y attaquons tout de suite ». C'est mieux de dire ça que de dire tu perds du temps avec des tâches moins urgentes. Oui, c'est juste la façon de le dire, mais effectivement, on met le blâme ou la responsabilité sur nous tous, oui. C'est ça. Par ailleurs, quand on veut signaler à un collègue une lacune qui n'a pas d'effet direct sur nos propres tâches, il faut montrer encore plus de tact. On constate que Louise perd beaucoup de temps à chercher des documents et gagnerait en efficacité avec une meilleure méthode de classement. On lui demande, par exemple: puis-je te faire une suggestion? Ou voudrais-tu que je te montre une méthode plus efficace? S'il accepte, on lui donne notre truc, libre à lui de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer. Et quand on est soi-même critiqué, le mieux, c'est de considérer les critiques comme des occasions de s'améliorer. On garde donc l'esprit ouvert. C'est pas toujours facile à faire. Pas facile. Concrètement, ça veut dire quoi? D'abord, on garde notre calme pour empêcher les émotions de prendre le dessus. On écoute l'autre sans l'interrompre, explique notre ami Claude Sévigny. Je vais m'arrêter ici, mais je vous invite à aller consulter l'article. Oui, rappelez peut-être ce qu'il faut chercher. Oui, ça s'appelle « Les 7 principes de la critique constructive ». Excellent. Merci beaucoup. Merci, Ghislain, pour ta participation. Merci, Pierre, pour le sujet. Donc, la critique constructive à Folie douce. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca. antenne.qc.ca. En conclusion de ce rendez-vous de Folie douce, ici présent Ghislain Malo et Pierre Laporte pour la nomenclature des chansons. Écoutez cette semaine à notre émission. Oui, on a écouté des artistes. Ben oui, on a écouté Freak d'amour. Oui, de Steffi Choc. On a entendu Oiseau malin. Oui, d'Alain Chouchon et son partenaire d'écriture, Laurent Voulzy. Oui, en deuxième demi, on a pu entendre Chapitre 3 de Karim Ouellet. Et à l'instant, Bubblegum de Bobby Basini. Merci beaucoup pour votre choix musical. Oui, merci. À toi et à Pierre. Merci Pierre pour la mise en onde comme à chaque semaine. Bienvenue. Merci
Merci pour tes indicatifs aussi. Hein, les indicatifs et le thème qu'on entend actuellement, c'est de toi. Ton sujet à l'Espresso et à l'Espresso allongé, c'était la critique constructive. On a appris plusieurs bons trucs. Je remercie notre invitée Mélanie Guénette-Robert qui nous a parlé de l'ANEB et notre collaborateur Jean-François Plouffe d'Action Autonomie nous a parlé pour sa part de la loi P38, la loi sur la garde en établissement. Alors, c'était le menu de Folie douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine Folie douce. Au revoir. Bop